Tout d'abord, dans le cas du tournage, on va pouvoir obtenir des surfaces de révolution, c'est-à-dire des surfaces cylindriques, coniques ou sphériques, et des surfaces planes orthogonales à l'axe de révolution. On pourra donc ainsi obtenir ce que l'on appelle des arbres cylindriques, comme cette partie-ci, ce qu'on appelle des chanfreins, où l'on vient couper une arête pour obtenir un petit cône, des gorges à section rectangulaire ou carrée, ou des gorges à section circulaire, des épaulements qui vont être des plans orthogonaux à l'axe de révolution. Alors ce méplat-là ne peut être utilisé ne peut être obtenu en tournage, et donc sera forcément obtenu par des opérations ultérieures. On peut obtenir des surfaces intérieures de la même façon, donc qui seront elles aussi de révolution autour de l'axe de la pièce, et donc de l'axe de la broche, ce qu'on appelle une fraisure, c'est-à-dire un chanfrein intérieur, un chambrage quand on augmente le diamètre intérieur, un épaulement intérieur qui est en fait ce plan-là, ou ce plan-ci, et un lamage lorsque l'on fait un perçage de petit diamètre et auquel on superpose un cylindre avec un épaulement de plus grand diamètre. En tournage, une première opération, que l'on appelle le dressage, consiste à usiner un plan orthogonal à l'axe de révolution. On voit ainsi un outil qui va venir se déplacer perpendiculaire à l'axe de révolution pour venir enlever toute cette zone de la pièce, et pour cela on utilise cette arête de couple ici, qui est donc généralement perpendiculaire à quelques degrés près à la direction de déplacement de l'outil. On voit ici sur un tour une opération de dressage. On voit les copeaux qui chauffent beaucoup. Alors ces vidéos-là ont été tournées sans lubrification pour que l'on puisse voir les rendus. Le chariotage, qui consiste à obtenir une surface de révolution, donc un cylindre, voire un cône. On voit que l'outil là va se déplacer de manière parallèle à l'axe de révolution pour venir usiner un cylindre à cet endroit-ci. Et dans ce cas-là, on fait attention d'avoir une arête de coupe orthogonale ou presque à la direction de déplacement encore une fois. Donc on voit ici une opération de chariotage où on commence par faire un petit cône dans un petit chanfrein, puis après on usine un cylindre en le déplaçant donc parallèlement à l'axe de rotation de la pièce. On voit ici un deuxième chariotage où la forme de la plaquette permet à l'outil de descendre et d'obtenir dans un premier temps un petit cône. Alors donc là on utilise plusieurs passes pour enlever la matière, et on peut voir qu'il y a donc un petit chanfrein qui est réalisé ici, et ceci est permis par la phase de dépouille qui est obtenue avec un angle important entre l'arête secondaire et l'arête principale pour permettre de dégager l'outil. Le chanfrein, donc, qui consiste à faire un petit cône et donc à couper une arête, on peut utiliser comme sur cette image-ci une plaquette qui va nous permettre de faire de l'usinage de forme. Donc c'est l'angle de la plaquette par rapport à la pièce qui va déterminer l'angle du chanfrein. C'est ce que l'on peut voir sur cette vidéo-ci. Donc c'est l'angle de la plaquette par rapport à la pièce qui détermine le chanfrein. Ou dans cette seconde partie de la vidéo, on a vu que c'est le déplacement de l'outil, donc c'est le travail d'enveloppe, qui génère la forme usinée. On peut ensuite utiliser des gorges, avec donc des plaquettes spéciales. Donc là on voit un outil avec une arête circulaire qui va nous permettre de faire une gorge à section circulaire, qui peut être utile par exemple pour venir mettre des joints toriques, pour des soucis d'étanchéité sur une pièce. Ici on voit que l'outil a une arête de coupe qui est donc parallèle à l'axe de révolution, et donc ça nous permet de faire une gorge ici à section rectangulaire. Donc cet outil-là a 3 arêtes de coupe, l'arête de coupe principale et 2 arêtes de coupe secondaires de part et d'autre de l'outil. Donc là on utilise l'outil pour faire des petits chanfreins à l'intérieur de la gorge. Le tronçonnage qui permet de séparer la pièce brute en deux parties, ce qui peut être utilisé généralement quand on utilise un grand lopin cylindrique et que l'on veut usiner plusieurs pièces dedans.
On utilise un outil assez fin et long qui permet de venir tronçonner la pièce. Alors là, on se rend compte que la pièce a été coupée avant l'arrivée au bout du tronçonnage, puisqu'elle devait être creuse et donc percée. Et enfin, le filetage, le fait donc d'usiner une hélice sur la pièce. Alors il faut combiner à la fois la rotation de la pièce, c'est-à-dire le mouvement de coupe, et le mouvement d'avance de l'outil pour être sûr de ne pas passer à l'endroit où on veut garder un filet. C'est des opérations qui se font généralement en plusieurs passes. Donc on voit ici apparaître progressivement l'hélice, donc l'outil est passé plusieurs fois au même endroit. Ensuite, dans le cas des formes intérieures, on peut réaliser des alaisages, donc, ce qui s'apparente à un chariotage à l'intérieur. Donc là, la pièce a préalablement été percée, hein. Et donc l'outil rentre à l'intérieur de la pièce. On effectue généralement plusieurs passes pour enlever la matière, pour éviter d'avoir des efforts trop importants qui risqueraient d'abîmer la machine, mais aussi de déformer les outils et donc d'obtenir des surfaces aux géométries imparfaites. Donc là on voit la pièce obtenue qui a été sciée en deux pour voir les formes intérieures. On voit bien donc l'alésage intérieur avec un alésage conique et les différentes gorges, cylindres qu'on a obtenus ainsi que le filetage à droite. On peut faire donc un lamage, donc l'obtention d'un ou encore des gorges intérieures en utilisant des outils avec un corps assez fin pour pouvoir rentrer à l'intérieur des pièces. Dans le cas du fraisage, nous pouvons utiliser différents modes de fraisage. L'usinage en bout, qui sera généralement un usinage d'enveloppe. Donc on va utiliser le bout de la fraise. Donc là, on voit ici une fraise avec des plaquettes carbure qui tournent et qui vient travailler, donc, alors ce sont des images de synthèse, qui vient travailler en bout, c'est-à-dire c'est les faces de coupe des plaquettes qui sont sous l'outil qui travaille pour ici usiner un plomb. Ou alors, nous pouvons utiliser ce que l'on appelle l'usinage de profil. C'est donc les surfaces parallèles à l'axe de l'outil qui vont être utilisées sur l'outil pour usiner la pièce. On voit ici les images prises avec une caméra rapide, où donc l'outil tourne, et donc c'est le flanc de la fraise qui vient usiner un plan, et on voit les copeaux, donc la matière enlevée, qui est évacuée. Bon, là, on utilise aussi le bout de la fraise tout de même pour usiner ce petit épaulement que l'on voit apparaître en bas. Donc on peut remarquer que sur cette fraise-ci, par exemple, nous avons 4 dents, donc il y a 4 hélices, et donc 4 arêtes de coupe principales. L'hélice étant conçue pour pouvoir évacuer proprement les copeaux.
On distinguera ensuite ce que l'on appelle le fraisage en opposition, où la fraise tourne en s'opposant au mouvement d'avance. Donc là, la fraise tourne ainsi, et donc s'oppose au fait d'avancer vers la droite. L'inconvénient de ce procédé-là, c'est que si la pièce est tenue par le bas, les efforts de coupe, on va avoir tendance à arracher la pièce du porte-pièce. Et ensuite, on attaque avec, là on voit ici en grisé, le copeau qui va être enlevé. Donc la dent attaque une épaisseur nulle et a tendance à mater la pièce, à la durcir à cet endroit-ci, ce qui va rendre compliqué la dent suivante de pénétrer dans le matériau. L'intérêt de ce fraisage, c'est qu'il permettait de rattraper le jeu lorsqu'on utilisait des machines un peu anciennes. Le fraisage en concordance en avalant, lui, on va utiliser la rotation de la pièce qui va donc aller comme une roue dans le même sens que l'avancée de la pièce. L'inconvénient de ce fraisage, c'est que l'on attaque sur un copeau avec une épaisseur importante et on finit sur une épaisseur nulle, ce qui risque de créer des accélérations à la sortie là-dedans et des chocs à chaque fois que l'on vient pénétrer dans la matière, donc ce qui abîme un peu plus les outils, et par contre ce qui a pour effet de venir coller la pièce et donc appuyer sur la pièce dans le porte-pièce. Les différentes opérations que l'on peut réaliser. Donc le surfaçage qui consiste à réaliser une surface plane. Le surfaçage dressage donc, qui va permettre de réaliser deux surfaces planes orthogonales. Donc on peut revoir la vidéo vue précédemment. Donc on utilise à la fois l'usinage debout pour faire un plan et donc un surfaçage, et l'usinage en roulant, donc avec le flanc de la fraise, pour faire un dressage. Le rainurage qui consiste à réaliser une rainure. Donc on peut utiliser différentes formes de fraises. Ici on a une fraise que l'on va appeler une fraise scie, qui va être donc très fine, où on voit donc des plaquettes qui sont alternativement d'un côté et de l'autre du corps de l'outil. Et donc on vient réaliser une rainure dans une pièce, c'est-à-dire un creux de faible section, suivant une direction généralement rectiligne. Le contournage profilage, que l'on utilise de plus en plus avec les performances des machines actuelles, qui permet de réaliser une forme en 3D. Ensuite, on peut parler du perçage, que l'on peut réaliser à la fois en fraisage ou en tournage. Pour percer un trou, on commence par centrer, faire un centrage, c'est-à-dire ou pointer, de faire un pré-trou, ou un avant-trou. On vient réaliser un pré-trou donc avec un foret qui a un corps de petite longueur mais de gros diamètre pour éviter qu'il ne fléchisse, puisque les forets que l'on va utiliser pour le perçage sont de forme cylindrique avec une longueur importante et un faible diamètre, et donc risqueraient au moment de pénétrer la matière, donc au moment de générer le trou, de fléchir, et donc on obtiendrait un perçage qui ne serait pas au bon endroit et pas tout à fait cylindrique. Une fois le pré-trou réalisé, on utilise donc un foret qui va nous permettre de faire un perçage, donc une forme cylindrique de petite qualité. C'est ce que voulait dire le H11 de la diapositive précédente. Donc on utilise des forets que vous pouvez acheter en commerce et que vous pouvez monter sur vos perceuses manuelles, donc avec un sommet conique pour pouvoir pénétrer dans la matière. Si l'on veut des formes cylindriques de précision plus importantes, on vient ensuite réaliser un alésage avec un outil que l'on appelle un alésoir pour améliorer la précision de la géométrie de notre cylindre. Les alésoirs vendus par les fournisseurs de l'outil garantissent généralement une précision
donné sur le diamètre du trou, donc de l'iceberg. Et enfin, on peut parler du procédé de rectification, qui consiste à améliorer l'état de surface de nos géométries. On utilise pour ça ce qu'on appelle des meules, avec des cristaux donc, qui vont être abrasifs pour enlever la matière. Donc on peut voir à gauche un procédé de rectification pour obtenir des plans, donc où on a une meule qui va tourner par rapport au plan et se déplacer, et à droite un procédé de rectification sur un tour, donc pour améliorer l'état de surface d'un cylindre.